Le commentaire d'arrêt, c'est une épreuve qui fait très peur aux candidats qui vont passer le grand O du CRFPA. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils méthodologiques qui vont vous permettre, j'espère, de réussir cette épreuve. Le premier conseil que j'ai à vous donner, et parce que vous êtes bientôt avocat, c'est de lire les règles du jeu. À chaque fois que vous allez participer à un événement à partir d'aujourd'hui, parce que vous voulez devenir avocat, vous devez lire les textes qui organisent l'événement auquel vous allez participer. Et le CRFPA, eh bien, le texte qui organise cet événement, c'est l'arrêté du 17 octobre 2016. Et l'article 7 de cet arrêté fixe les règles du grand O. Et c'est très simple, vous les connaissez déjà, mais il vaut mieux les rappeler, notamment pour que vous puissiez cerner exactement les attentes du jury le jour J. Cet article 7, il rappelle que le grand O, c'est une épreuve qu'on appelle l'exposé discussion, au cours duquel vous allez avoir un quart d'heure de temps pour faire un exposé, avant de vous soumettre à 30 minutes de discussion, de questions en fait, avec les membres du jury. Et bien sûr, ces 45 minutes d'épreuve font suite à 1 heure de préparation qui vous a été octroyée pour pouvoir faire votre grand oral. Alors, pour réussir cette épreuve, on va essayer d'aborder des conseils sur plusieurs thématiques. D'abord, le temps qu'il va falloir bien gérer. Ensuite, l'heure de préparation, avant d'envisager ensemble le plan et sa construction, et notamment le contenu de votre exposé. Alors, concernant le temps, l'article 7 de l'arrêté que je viens de citer vous octroie 15 minutes pour votre exposé. C'est bien sûr le temps maximum. Votre première question, c'est y a-t-il un temps minimum? La réponse à cette question, c'est non. Mais globalement, faire moins de 12 minutes n'est pas véritablement apprécié. Je vous recommande donc d'être entre 12 et 15 minutes pour réussir cette épreuve. Alors bien sûr, si vous faites 10 minutes ou 11 minutes, ce n'est pas pour autant que c'est éliminatoire. Bien sûr, c'est le jury qui va apprécier si oui ou non vous avez dit ce qu'il fallait dire, ce qui était attendu. Si vous avez été complet, eh bien ces 10 minutes suffiront. Pour répartir ce temps, voici la proposition que je vous fais. Car rappelez-vous que votre introduction doit être plutôt courte et que vos parties doivent contenir l'essentiel de votre exposé. Alors retenez 2 chiffres, 15 et 3. 15, c'est votre limite de temps. Et 3, c'est la limite de temps par sous-partie et pour l'introduction. C'est-à-dire que je vous recommande de faire 3 minutes d'introduction, 3 minutes pour le 1A, 3 minutes pour le 1B, 3 minutes pour le 2A et 3 minutes pour le 2B. Ça fait 6 minutes par partie et 3 minutes pour l'introduction, 15 minutes au total. C'est votre objectif. Bien sûr, il va vous falloir des repères pour ça. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous entraîner beaucoup. Parce qu'à force d'entraînement, vous allez réussir à déterminer à quel temps de parole correspond une page de votre brouillon. À titre personnel, une page de mon brouillon correspondait à 5 minutes de temps de parole environ. J'avais donc 3 pages sur mon bureau, une page correspondant à l'introduction et qui était remplie à peu près aux 2/3, et ensuite 2 pages pour chacune des 2 parties. Parfois, ça m'est arrivé quand j'écrivais un petit peu trop, parce qu'on va voir après que je vous conseille de ne pas trop développer non plus vos brouillons, mais quand je développais un petit peu trop, je faisais une page par sous-partie en considérant qu'il ne fallait pas que je dépasse les 3 minutes par page. Pourquoi je vous ai dit qu'il vaut mieux ne pas trop rédiger vos brouillons? Parce que, et tous ceux qui font des concours d'éloquence ou qui s'intéressent à ce sujet, savent que 90% du pouvoir de communication passe par le non-verbal. Et donc, si vous êtes l'étudiant qui a appris son cours par cœur et qui va lire son brouillon le jour J, vous n'avez aucune interaction visuelle avec votre jury. Vous n'avez aucune interaction de toute nature avec les membres de votre jury. Vous allez lire un brouillon de manière monotone, très certainement en plus en vous embrouillant les idées et en ne parvenant pas à formuler les phrases telles qu'il faudrait les formuler. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de développer, dès le début de vos révisions du grand oral, une capacité à vous détacher du brouillon. Et pour s'en détacher, je vous recommande de faire des bullet points, des puces
Vous prenez une feuille de brouillon et vous écrivez simplement des mots-clés qui correspondent aux différentes étapes de raisonnement à suivre. Et pour le reste, vous allez vous faire confiance. Et pourquoi se faire confiance? Pour une raison très simple, c'est que la feuille de brouillon qui vous rassure, lorsque vous la rédigez complètement et que vous la lisez, eh bien c'est vous qui l'avez écrite quelques minutes avant votre exposé. Donc vous n'avez pas besoin de cette feuille de brouillon. Elle vous a servi simplement qu'à extérioriser une première fois ce que vous alliez faire, ce que vous alliez dire, pour vous rassurer. Mais à partir du moment où vous avez procédé par bullet point, eh bien derrière, ça va vous dégager du temps au moment de la préparation pour enrichir avec d'éventuelles jurisprudences, avec des textes, avec des réflexions. Et vous allez ensuite décider d'aborder ou pas ces questions en fonction de votre gestion du temps le jour J et des interactions visuelles que vous allez avoir avec le jury qui va être plus ou moins demandeur de connaissances de votre part. Et donc ces bullet points, c'est un peu des tiroirs. Il va y avoir bien sûr des points de raisonnement que vous ne pourrez pas sauter parce qu'ils sont essentiels dans votre exposé et il y aura d'autres points un peu plus facultatifs qui vous permettront, si vous jugez que vous en avez le temps, d'enrichir un petit peu plus vos exposés, vos commentaires. Je ne vais pas développer plus que ça la méthode pure du commentaire d'arrêt parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo vers laquelle je vous renvoie, une vidéo que j'ai faite avec Cap Barreau, la prépa chez qui j'enseigne et chez qui je prépare des dizaines d'étudiants chaque année à l'épreuve du grand oral. Je vous invite à consulter les différents liens qui sont en description de cette vidéo pour vous renseigner peut-être sur les différentes formules qu'il propose et potentiellement pour adhérer à cette prépa pour qu'on puisse travailler ensemble. Et bien sûr, vous avez un code de réduction de 25% dans la description de cette vidéo qui est en général RD, trait d'union, CB et l'année, donc 23 pour cette année, 24 pour l'année prochaine, etc. en fonction de l'année à laquelle vous envisagez de vous inscrire à cet examen. Et puisque ce n'est pas une méthodologie pure qu'on va développer dans cette vidéo, on va en fait se concentrer sur les conseils que j'ai à vous donner et que je tire de mon expérience personnelle en tant qu'élève, mais aussi de mon expérience en tant qu'enseignant qui fait passer beaucoup de simulations et qui voit beaucoup d'erreurs être commises. Et la première des erreurs qui fait qu'on n'a plus du tout envie d'écouter l'étudiant, c'est ce que je vous disais, c'est le caractère beaucoup trop monotone, lu et récité des exposés et l'impression de ne pas faire face à un étudiant en droit qu'on peut envisager de voir demain dans un tribunal, mais de voir plutôt un comédien qui a appris un script par cœur et qui le récite et qui, à la moindre réforme, sera obsolète. Le deuxième conseil que je peux vous donner, il est encore une fois lié au temps et à la gestion du temps de l'heure de préparation. Parce que j'entends trop souvent le débat, quel code, quel recueil prendre avec moi le jour J. On voit même des gens venir avec des valises de codes le jour de l'examen et pour espérer peut-être utiliser ces codes lors de l'heure de préparation. Mais ceux qui se sont entraînés régulièrement savent à quel point une heure de préparation, ça passe très vite. Et vous n'avez pas le temps d'aller vous plonger, en tout cas pour la première fois ou pour une des rares fois, dans vos codes et recueils. Donc si vous avez choisi de prendre par exemple le code constitutionnel, qui est particulièrement dense et difficile à appréhender, eh bien vous avez plutôt intérêt à l'avoir bien repéré, bien appréhendé en amont, parce que si vous l'ouvrez pour la première fois ou pour l'une des premières fois le jour de l'épreuve, vous allez perdre un temps précieux. Et ce temps, vous allez le passer à chercher des décisions, des textes, à réciter, parce que vous pensez que ce qu'on attend de vous, c'est une énumération de connaissances. Or, ce qu'on attend de vous, c'est pas du tout ça. C'est pas une énumération sans squelette. C'est au contraire que vous arriviez à nous démontrer que les libertés fondamentales forment un ensemble cohérent, certes à travers des matières transversales, mais un ensemble cohérent que vous allez réussir à réexpliquer à travers un plan parfaitement cohérent. Et donc, ne partez pas dans des énumérations parce qu'à chaque fois que vous vous lancez dans des énumérations, ça ne peut pas être exhaustif. C'est forcément partiel et c'est toujours pas assez réfléchi. Mieux vaut un plan bien organisé qu'un plan axé sur une succession de connaissances désorganisée et incomplète. Autre conseil que je peux vous donner, c'est le troisième si je ne me trompe pas, c'est bien évidemment de lire et de relire l'arrêt ou le texte que vous avez à commenter. Parce que vous êtes trop nombreux à vous précipiter sur le brouillon une fois que vous avez détecté des mots-clés dans vos arrêts.
vous allez comprendre que ça parle de liberté d'expression, vous allez foncer et faire un plan 100% liberté d'expression. Alors que potentiellement, en lisant bien dans le détail cet arrêt, vous allez voir qu'il va falloir mettre en tension cette liberté avec d'autres composantes, voire qu'il va falloir rentrer dans une partie bien précise de la liberté d'expression, comme par exemple le droit à l'humour. Et là, ça serait dommage de passer à côté du sujet ou partiellement à côté du sujet parce que vous allez lire trop vite votre arrêt et que vous allez donc forcément faire un plan partiel, incomplet et sur lequel vous allez perdre beaucoup de points. Alors que si vous aviez accordé peut-être 5 minutes de plus à la lecture de l'arrêt, vous auriez pu enrichir votre exposé au point de gagner peut-être 3, 4 ou 5 points en fonction du niveau de complétude à côté duquel vous seriez passé. Pourquoi lire l'arrêt de manière rigoureuse, c'est particulièrement important? C'est parce que ça va vous permettre de comprendre par quelle juridiction il a été rendu et à quel moment est-ce qu'il a été rendu. Et ça va vous permettre, si vous avez en plus un peu de culture juridique, de situer cet arrêt dans l'évolution des libertés qui sont mises en jeu dans cet arrêt. Et ça, c'est particulièrement important, notamment pour la contextualisation et pour votre ouverture. Et attention, parce que je vois beaucoup d'étudiants qui se perdent au fil de la lecture de l'arrêt et qui confondent les moyens des parties avec les motifs du juge et qui finissent par commenter les moyens des parties plus que les motifs du juge. Et par conséquent, ils passent complètement à côté du sujet. C'est complètement faux. Parfois, ils font ça parce qu'ils lisent de manière chronologique l'arrêt et que forcément les moyens des parties sont rappelés avant que les motifs du juge soient exposés. Et du coup, ils arrivent à la fin de l'arrêt et ils se déconcentrent ou ils pensent que l'essentiel a déjà été dit et qu'on est simplement dans des redondances. Alors que pas du tout. C'est très souvent la fin qui nous intéresse le mieux parce que le juge, il fait comme vous, il fait un syllogisme en droit, en l'espèce, en conclusion, après avoir rappelé bien sûr les faits, la procédure et les moyens des parties. Et si vous vous concentrez sur le début, eh bien vous vous concentrez sur le travail des parties, mais pas sur son travail à lui. Alors faites bien attention à avoir une lecture rigoureuse de cet arrêt. Lisez plusieurs fois si vous en avez le temps. Accordez au minimum 15 minutes à la lecture de cet arrêt. Et cette lecture rigoureuse va aussi vous permettre d'identifier l'attendu ou le considérant de principe, c'est-à-dire celui qui va concentrer la substance même du point de tension autour duquel gravite le juge et qui va vous permettre de mettre en exergue les libertés ou la liberté mise en jeu et la liberté ou les composants d'ordre public qui vont potentiellement justifier ou pas une restriction de cette première liberté. Et c'est particulièrement important parce que votre plan risque très fortement d'être un principe exception qui va exposer les raisons pour lesquelles il faut protéger telle liberté dans certaines restrictions grand 2 qui vont être appréciées de manière casuistique par le juge. Encore une fois, c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas là pour réciter des connaissances de manière quasi aléatoire. Vous êtes là pour restituer la logique de protection des libertés fondamentales. Et pour comprendre cette logique, je vous invite tout simplement à prendre un peu du recul sur tous les textes que vous connaissez et qui consacrent et protègent les libertés fondamentales. Vous verrez qu'ils comportent toujours une première partie qui consacre et protège une liberté et qui admet ensuite des limites dans certaines conditions. Ce plan qui guide la rédaction d'à peu près tous nos textes doit être, de tous nos articles plutôt des textes fondamentaux, doit être à peu près le même que celui qui sera celui de votre plan, de votre exposé, de votre grand oral. Alors comme je vous le disais, moi le plan que je conseille le plus et qui m'apparaît revenir le plus, c'est le plan principe-exception, principe-limite. Ça veut dire que votre grand 1 va consister à rappeler la valeur fondamentale et la portée d'une liberté qui est mise en jeu dans l'arrêt à commenter avant d'envisager les conditions dans lesquelles on peut limiter cette liberté dans le grand 2. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour organiser toutes nos connaissances dans les sous-parties. Et pour ça, rappelez-vous le modèle du sablier. D'accord? C'est-à-dire que dans votre 1A, vous allez être un petit peu au-delà de l'arrêt. Le 1B, le 2A se concentre sur l'arrêt. Le 2B ouvre de l'arrêt vers les libertés fondamentales et potentiellement la portée de la décision à l'aune de la protection des libertés fondamentales. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir cette logique-là qui consiste à dire, par le 1A, j'arrive des libertés fondamentales pour aller vers mon arrêt. C'est-à-dire que si vous avez, après vos lectures, constaté que votre, par exemple, arrêt traitait de la liberté d'expression et du droit à l'humour, votre 1A va venir m'expliquer
qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, le rôle de la liberté d'expression dans notre société en rapport peut-être avec la démocratie et le pluralisme et l'état de droit, avant de dériver vers une transition vers le 1B qui va vous permettre de vous reconcentrer de manière très spécifique sur l'arrêt. Donc dans le 1A, vous partez de l'arrêt en une phrase pour dire, bien, ça parle grosso modo du droit à l'humour et de la liberté d'expression. Vous développez ensuite la valeur de cette liberté, de ce droit, à travers une explication plutôt théorique qui va rappeler la valeur et la portée de cette liberté, de ce droit, avant d'enchaîner ensuite sur un 1B, où vous allez mettre en application cette théorie, telle que cette théorie a été mise en application par le juge dans l'arrêt que vous avez à commenter. Et là, en général, vous avez une phrase de transition presque toute trouvée, où vous allez dire, comme nous venons de le rappeler, la liberté dont vous traitez a une valeur fondamentale. Fondamentale ne signifie pas absolue et elle admet à ce titre plusieurs restrictions qui devront être énumérées dans cette seconde partie si vous voulez vraiment l'annoncer, mais ce n'est pas nécessaire d'être aussi apparent. Vous pouvez vous arrêter à qui devront être énumérées. Vous utilisez votre voix ou plutôt votre silence pour marquer la transition entre le 1B et le 2. Vous veillez à ce que les membres du jury comprennent que vous êtes en train de changer de partie dans votre exposé et vous enchaînez en rappelant le titre de votre grand 2, en distinguant ensuite vos sous-parties, en présentant vos sous-parties. Et là, vous enchaînez sur votre 2A où vous allez expliquer comment est-ce que le juge a, en l'espèce, mis en application la possibilité de restreindre ou non une liberté fondamentale au nom d'autres libertés fondamentales ou d'une composante de l'ordre public. D'accord? Et là, vous allez en gros vous concentrer sur le contrôle fait par le juge de la situation d'espèce en mettant bien en exergue justement le caractère très casuistique précisément parce que même si on restreint, le principe doit demeurer la liberté. Une fois que vous avez expliqué ce raisonnement du juge dans l'appréciation de la restriction apportée à une liberté fondamentale, vous basculez sur le 2B qui vous permettra d'ouvrir de l'arrêt vers les libertés fondamentales. Le but dans ce 2B, ça va être d'expliquer, de situer cet arrêt dans son contexte national, régional, international, afin de comprendre est-ce que c'est une décision particulièrement singulière dans son application, une décision classique, une décision qui, au regard du contexte peut-être juridico-politique français, est marquée par ce contexte et est particulièrement singulière si on la compare aux décisions de principe. Est-ce que c'est une décision qui marque une évolution de l'appréciation des juges par rapport à la conciliation liberté-ordre public? C'est là que vous allez pouvoir vous autoriser une ouverture, une critique, une analyse de la portée. Pour résumer en quelques mots, vous êtes là pour montrer que vous avez compris la logique, la philosophie de la protection des libertés fondamentales qui sont fondamentales, pas absolues, et qui doivent donc se concilier avec d'autres éléments. Et vous n'êtes surtout pas là pour être des étudiants qui récitent plus ou moins bêtement en plus leurs connaissances et plus ou moins partiellement leurs connaissances. N'oubliez pas en plus que après votre quart d'heure d'exposé, vous allez avoir 30 minutes de discussion. Et évidemment que ces 30 minutes de discussion vont partir de ce que vous avez dit dans votre exposé. Donc si vous-même vous mettez en difficulté en récitant un cours que vous n'avez pas compris, eh bien vous vous tirez une balle dans le pied. Alors que si, lors de vos révisions, vous êtes concentré sur la compréhension et sur la capacité à articuler vos connaissances entre elles pour construire un ensemble logique, ça va vous permettre d'argumenter juridiquement avec bien évidemment le niveau en expression orale qu'il faudra pour convaincre les membres du jury qui, je le rappelle, sont pour les 2/3 des praticiens dans les salles d'audience. Le juge et l'avocat, eux, au quotidien, ils ne connaissent pas votre vision forcément théorique des DLF et ce qu'ils connaissent, c'est en revanche les éléments de droit que vous allez réciter et qui vont être articulés de manière cohérente devant une juridiction pour convaincre. Vous êtes donc là pour convaincre des praticiens parce que d'ailleurs, très certainement que votre professeur, dans sa manière de rédiger ses articles au quotidien ou potentiellement dans sa manière d'accompagner dans des cabinets de conseil ou d'avocats, a également une vision pratique et veut voir que vous êtes capable de sortir de votre posture d'étudiante pour entrer dans la voie professionnelle
qui est celle de l'avocature. Donc soyez rigoureux dans vos analyses, rigoureux dans votre compréhension. Privilégiez toujours la compréhension sur la récitation parce que le jour J, quand votre jury sera en train de faire passer des dizaines d'étudiants par semaine, eh bien croyez-moi que ceux qui vont se distinguer, ce n'est pas ceux qui récitent un cours de manière monotone et quasi identique. C'est ceux qui apportent un petit peu d'esprit et de subtilité et d'analyse. Et ceux-là, ils ont une place assurée à l'école des avocats, alors que les autres vont se battre avec beaucoup d'aléas dans l'appréciation de leur mérite. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, bien sûr, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou à m'écrire sur les différents réseaux sociaux qui sont les miens, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et bien sûr, j'y répondrai avec plaisir dans la mesure du possible. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.